Bonjour et bienvenue sur Génération Afrique. Génération Afrique a pour but de changer les mentalités afro-caribéennes ainsi que d'informer. Nous sommes dans la rubrique politique au Congo-Brazzaville où nous allons avoir les élections présidentielles le 20 mars 2016. Le président Denis Sassou Nguesso s'est déclaré candidat pour un troisième mandat, donc brider un troisième mandat. L'Union européenne décide de ne pas envoyer d'observateurs. Pourquoi? Elle considère que le scrutin n'est pas clair pour le fichier électoral. Nous avons donc sur notre plateau le président de CUR, M. Ludovic Mbani. Bonjour, M. Ludovic Mbani. Bonjour, Madame Elia. Toutes mes excuses pour la petite distraction tout à l'heure. Je ne m'étais pas rendu compte que mon deuxième téléphone professionnel était activé. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, le 20 mars 2016, il y a des élections donc, présidentielles au Congo-Brazzaville. Comment vous prenez dans cette nouvelle? Comment CUR se prépare? Alors, il faudrait reconnaître que le président Denis Sassou Nguesso a le tact de savoir surprendre ses rivaux. Pour cela, en tout cas, si je puis me permettre, présenter toute mon admiration, parce que c'est quasiment le seul homme politique assez malicieux pour pouvoir surprendre tout un peuple, et surtout le diriger pendant plus de 30 ans, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, donc, vous êtes président du parti CUR, mais vous êtes ici à Montréal. Donc, évidemment, vous n'êtes pas candidat aux élections présidentielles qui se passeront à Brazzaville. Est-ce que vous avez prévu un candidat pour vous remplacer? C'était une initiative, c'était une proposition, mais comme je l'ai dit tantôt, le président a su surprendre les gens et donc ça nous a laissé carrément dans une situation où nous ne pouvions ni présenter un candidat, encore moi-même, me prévaloir. Ah, c'est surprenant. Donc, en effet. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous continuons toujours notre orientation vers l'avenir. Nous voyons maintenant la perspective. En fait, rien n'est perdu. Nous voyons maintenant la perspective vers les prochaines législatives et toutes les autres élections qui pointeront à l'horizon. Mais bon, quand je dis tantôt que je ferai. Je connaissais la valeur du président de la République, non pas dans le sens de l'admiration, non, c'est plutôt dans le sens où ce monsieur se sert des institutions en fait, de l'État que lui-même a mises en place pour faire valoir ses points, ce qui est totalement hors contexte de l'unité nationale que nous recherchons. En tout cas, pour l'instant, il a su faire ce qu'il voulait avec l'opposition. On a vu le cas du référendum, oui, non, il l'a toujours posé. Puis on voit que la communauté internationale n'a pas vraiment un mot d'ordre pour le limiter. Hein. C'est ce que vous étiez en train d'essayer de dire. En effet, mais il faudrait reconnaître une chose aussi. La communauté internationale, c'est un nom, c'est juste une appellation. Elle agira en temps et lieu, mais nous avons vu certainement, d'ailleurs, celle que j'admire beaucoup, ma collègue, une amie, Madame Jean, carrément prendre la peau de l'escampette par rapport à. On n'entend plus parler d'ailleurs. On n'entend plus parler, oui. Par rapport aux positions qu'elle avait prises. Mais bon, à grande déception, c'est une personne qui, malheureusement, fonctionne en politique comme tout le monde. Elle a été élue, en fait. Elle a été proposée. Et puis, bon, bref, elle est là pour son mandat, elle fera ce qu'elle a à faire. Voilà. Mais bon, seulement, moi, je me dis, la communauté internationale, c'est pas la France, c'est la diaspora. Okay. La diaspora a un monde à dire. Et si il y a un monde qui peut faire peur au président Sassou, c'est évidemment le monde de la diaspora qui peut
D'accord. Autant de manifestations, de rendre la vie impossible. Alors, juste, je ne sais pas si ça rentre en compte, mais là, il y a ce candidat, donc Jean-Michel Mokoko, je vais vous appeler communément JM3, si je ne me trompe pas. On voit qu'il y a un engouement autour de sa candidature. Est-ce qu'on pourrait dire que cette candidature serait prête à réunir le Congo du Nord et du Sud? Parce que c'est tout un débat, le Nord, le Sud. On voit qu'avec cette candidature, les Congolais semblent en tout cas unis au front pour élire ce candidat. Alors, vous soulevez un excellent point, Madame Yali, parce que très peu de journalistes pensent justement à cette façon de présenter la situation au Congo comme Madame Yali, la scission carrément des deux polarités. Prenons le cas de M. Boukadia qui se retrouve en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a prôné la séparation du Congo. À juste titre d'ailleurs, parce qu'il se dit, moi je n'ai pas d'armes, mais j'ai une province, on peut dire, le Sud. Et si nous pouvons nous séparer, pourquoi pas? Bon, c'est sûr que dans la forme la plus absolue de cette séparation, moi personnellement, je suis contre. Parce que le Congo, c'est pas un pays divisible, impossible. Mais je comprends la raison pour laquelle il l'a fait. Alors, ceci dit, avant de venir ici, c'est bizarre, mon attention était, mon épouse a passé une émission de votre collègue de Paris, Ziana TV, où j'ai vu le docteur Jacques Bati, qui a présenté la question sur la séparation du Congo, en fait, sur le tribalisme, aussi clairement que vous venez de poser la question. Je n'ai pas vu l'émission. Mais en tout cas, c'est la même chose. D'accord. Alors, qu'est-ce que le docteur Bati a dit? Il a dit, dans un sens, le président Sassou a réussi quelque chose, à rééquilibrer les infrastructures au nord, contrairement à ce qui avait déjà été établi au sud. Mais il l'a fait de façon biaisée, parce qu'aujourd'hui, le nord et le sud, c'est vraiment, on va dire, un déséquilibre total. Alors, à l'époque, quand nous conditions, nous ne connaissions pas, je ne savais pas que Mme Yali était de telle ethnie, ou que M. Mali était... On était tout simplement des Congolais. Mais aujourd'hui, l'accent est mis sur l'ethnie, sur le groupe ethnique, et c'est cela, diviser pour mieux régner, la politique de M. Sassou. Or, le docteur Jacques Bati a tout simplement reconnu la valeur de M. Sassou Nguesso en promouvant le Nord contrairement au Sud. Nous voyons des usines comme Kisundi qui sont restées longtemps fermées et jusqu'à nos jours, ils ont pour autant profité au peuple du Sud. Alors, l'arrivée de Jean-Marie Michel Mokoko, que certains appellent Moïse, ou comme je veux dire JM3, personnellement, je dirais ceci. Moi, je pense que nous savons tous que le général Jean-Marie Michel Mokoko est une personne intègre, qui a commis aussi ses erreurs par le passé, notamment la fameuse bêtise de la vidéo qui circule. Mais nous pensons que le futur président du Congo, M. Jean-Marie Michel Mokoko, est une personne intègre. Qui a attendu quand même. Oui, récemment, juste pour démissionner et puis. Mais c'est pas les occasions. Il aurait pu démissionner plus tôt aussi, et puis soutenir même lors du référendum, l'opposition attendait déjà sa candidature qui vient en tant que soutien. Puis c'est seulement maintenant qu'il apparaît. Donc il y a des observateurs qui se posent aussi des questions. Pourquoi c'est seulement maintenant? Est-ce que c'est pas aussi un opportuniste? Puis pourquoi il viendra en tant que candidat indépendant? Pourquoi il ne s'est pas allié avec d'autres opposants? Pourquoi? Moi, je pense plutôt ceci. Pour la personne du général Jean-Marie Michel Mokoko, mes aspirations en tant que fédéraliste, mes aspirations en tant qu'homme politique et en tant que futur candidat à la présidence de la République, je dis
que le président Jean-Marie est une personne intègre. C'est la personne qu'il nous fallait pour déloger l'autre général, son opposé, donc le général Denis Sassou Nguesso. Vous êtes sûr qu'il va passer? Je ne suis pas sûr, mais je sais que si cela ne dépendait que de la logique, on mettrait un port, M. Sassou ne battrait pas le port, vous comprenez? C'est tout simplement pour dire le désaveu qu'il subit en ce moment de la population. Hein. Alors, pour répondre directement à votre question, je dirais que le général, moi personnellement, je ne pense pas que le général avait besoin de ce poste-là, d'être le candidat à la présidence de la République. Ça ne l'intéressait pas. Le général a eu maintes occasions de prendre le pouvoir au Congo, mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. On n'a qu'à voir lors de la conférence nationale, il aurait pu. Il avait l'armée, il avait tout. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt accommodé le peuple congolais afin que celui-ci tienne sa conférence nationale. Dont les acquis aujourd'hui sont bafoués par l'actuel président de la République. Par conséquent, moi je pense que si le général arrivait à prendre le pouvoir, je pense que ce serait plutôt un tremplin. Moi j'appelle cela un tremplin, pour donner une chance à la jeunesse, à cette jeunesse, à nous autres qui sommes ici, la diaspora, pour pouvoir aider le Congo. D'ailleurs, si vous avez suivi son journal, plutôt son allocution, lorsqu'il a annoncé sa candidature, il a dit, il a cité un passage, une citation de Victor Hugo, qui disait que je ne rentrerai au pays que quand tout sera en place. En fait, il parlait de nous. Alors, à mon sens, oui, il a des chances d'être le prochain président de la République. Alors, juste pour restructurer les choses, vous savez que là, par exemple, au Congo-Kinshasa, certains pensent que Bemba a failli avoir le poste de président de la République parce qu'il avait aussi l'armée, autant que ce que vous dites, il avait quand même pas mal avancé. Mais ce qui l'a fait reculer, selon certaines personnes, c'était les finances, qu'il a eu une proposition qui aurait pu être plus intéressante. Enfin bon, on va pas entrer dans ce débat. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous, en tant que président de CUR, vous donnerez votre aval à votre parti politique pour donner sa voix à Jean-Marie Michel Mokoko? Je vous parlerai plutôt en termes personnels. Un parti politique est une institution qui ne dépend pas seulement de moi. Ma volonté à moi, personnellement, sans hésiter, je donnerai des chances, mes voix à Jean-Marie Michel Mokoko. Et vous encouragez les gens à le faire? J'encourage tous ceux qui ont la volonté, l'espoir d'un réel changement demain, de le faire. D'accord. Mais engager un parti politique ne dépend pas nécessairement de moi, quand bien même j'en suis le président. Juste il faut que je consulte les miens. D'ailleurs, nous avons eu un débat là-dessus. Il y en a qui étaient... En fait, tout le monde était pour, mais certains étaient pour attendre un petit peu le deuxième tour s'il y a lieu. Les autres disaient immédiatement, donnant oui. Alors, j'encourage les partisans qui veulent bien donner leur voix à beaucoup de le faire systématiquement, sans hésiter, autant que nous organisons d'ailleurs aujourd'hui une collecte à cet effet. Si au premier tour, le président Denis Sassou Nguesso passait, qu'est-ce qui se passerait? Bon, nous savons déjà que c'est de la fraude. D'accord. Immédiatement, nous savons que c'est de la fraude. D'ailleurs, comme vous l'avez dit à l'introduction, que la communauté internationale ne donnait même pas de crédit à ces élections. C'est peut-être aussi un moyen pour laisser le président faire ce qu'il veut. Possiblement. D'ailleurs, nous avons vu la bêtise du président français, François Hollande, qui a quasiment donné le goût de tuer Sassou. Avec d'autres affaires. Il y a un petit peu de tout ça aussi, c'est vrai. Mais bon, nous savons, la réalité c'est que le président va pécher. Je vais vous dire une chose, la population de Ouézé par exemple, vous savez, c'est la population qui a subi le plus de dégâts possibles lors des explosions du 4 mars 2012 dernier. Cette population n'a pas reçu de carte d'électeur. Vous vous doutez bien pourquoi. Mais ces cartes ont été données à... je m'excuse, j'aime beaucoup cette population-là, mais nous sommes toujours et encore confrontés à une situation où ce ne sont pas les natifs, ce ne sont pas les nationaux, les autochtones qui vont voter.
Ce sont des Sénégalais, des gens qui sont arrivés là pour des raisons économiques. Ce sont des gens, on voulait dire acheter. Ont été achetés. Hein. Notre chère population de la RDC, certains ont été réquisitionnés. Donc, encore cette fois-ci. Encore cette fois-ci, et toujours, mais certainement. Oui. Certainement, des preuves. D'ailleurs, c'est déjà commencé, ils ont déjà commencé à les divulguer. Ouais. Ce sont eux qui ont voté. D'ailleurs, lors de son fameux référendum, nous avons vu des camions bourrés des Congolais de la RDC et des Chinois aller voter. Oui, on en a entendu parler. Bon, on n'a pas vraiment vu les images. En tout cas, les images sont là. Moi, j'ai reçu quelques photos. Oui, il faut nous envoyer ça. Alors, donc, l'opposition a mis en place la commission technique électorale. Est-ce que vous pensez que ça va être indispensable, ça va être utile, ça pourra freiner ce que vous envisagez, ce que vous dites? Bon. Parce que là, l'opposition réagit. Là encore, c'est ce qu'on appelle une commission alternative, autant que qu'ils ont tenu la fameuse, comment ils ont appelé ça déjà, relativement au changement de la Constitution, le dialogue alternatif. Okay, d'accord. Ils ont eu un dialogue alternatif qui a eu écho un petit peu partout dans le monde. Certains ont décrié cette situation, d'autres finalement se sont dit mais ils avaient le plein droit de faire ce fameux dialogue, qui était d'ailleurs inclusif. À mon sens, aucune loi n'interdit de mettre une deuxième commission. Il y a plusieurs commissions, il n'y a pas que le gouvernement qui a une commission. Et puis il faut être actif aussi. Hein, en effet, non, moi je salue l'initiative. Je ne sais pas ce que bon, ça peut être efficace. Ça demande environ entre 1000 et 5000 personnes pour rendre cette structure viable. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, mais je parle en termes d'idées. En tout cas, cette idée est novatrice, elle est bonne. En tout cas, IDC Focad, félicitations, chapeau pour ça. D'accord. Alors, au Gabon, donc, les opposants, donc, lors des primaires, ont choisi un candidat, un seul candidat qui était Ping. Ça peut aussi être un moyen de récolter des fonds, par exemple au Congo-Brazzaville. Pourquoi on n'a pas eu cette structure au Congo-Brazzaville? Pourquoi plusieurs candidats se sont mis en place, sachant que vous tous, vous luttez pour enlever le président Denis Sassou Nguesso? Bien, excellent. Moi, je pense que c'était plutôt stratégique. D'avoir plusieurs candidatures. D'accord. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas que le président de la République qui peut se prévaloir d'être seul. Mais ça oblige un deuxième tour aussi. Cette fois-ci, dans ce cadre-ci, oui, il y a possibilité qu'un deuxième tour soit visé à l'horizon. Alors, c'est dans cette optique, parce que si nous recadrons un petit peu les choses, nous savons que le président Sassou Nguesso, même à Oyo, il n'aura pas autant de voix. Alors, partout dans son pays, il ne sera pas élu. Je lui donne tout au plus pour tout le pays entier 20%. Tout au plus. Et je suis généreux. Si nous voyons le cas de Parfait Kodela, vous mettrez logiquement un Parfait Kodela avec M. Sassou, qui ne l'emporterait pas. M. Kodela l'emporterait largement. Alors, dans le sud, M. Sassou ne sera pas élu. Dans le nord, on va lui accorder environ, je dirais, 25%. Dans d'autres départements, si je prends par exemple uniquement les plateaux, M. Okomi Salissa l'emporterait sur le président Sassou. M. Okomi Salissa sera élu à environ, je dirais, 60-65%. Les autres se partageront la part du gâteau. Mais dans le cas de M. Jean-Marie Fiallo, pourquoi il n'y a pas eu d'unité autour de cette personne?
Moi, je pense que l'unité est là. C'est mis après aussi. Hein, bon, il y a ça aussi, les autres s'étaient déjà annoncés. Mais cela n'exclut pas, comme le président Mérassa a fait, il s'est retiré. Oui. Il s'est retiré. Je vais féliciter. Même pour le peuple congolais, d'avoir un seul opposant, que tous les opposants disent nous avons choisi un, ça pouvait regrouper un maximum de voix. Oui, je suis d'accord. Mais vous voyez, la stratégie actuellement, c'était le fait de garder plusieurs candidats qui sont 5 quasiment dans l'opposition. Le fait de garder les candidats autant qu'ils étaient, c'était stratégique. Tout simplement pour dire que s'il n'y a qu'un seul candidat, M. Sassou dirait tout simplement qu'il a gagné à 60%. C'est plus facile comme ça. Alors, mais avec autant de candidats qui ont fait la preuve du succès humain, comment prouver qu'il a gagné à plus de 60% ou 51%? Comment? Alors, pour parler d'alternance politique, sans vouloir recouper, que pensez-vous de la déclaration du président du Bénin? Le président du Bénin a piqué ma curiosité. Oui. Je voulais voir jusqu'où il irait, mais je dirais, même si dans son corps intérieur, il aurait souhaité rester là, mais je pense que c'est quelqu'un qui a damé le pion au président Sassou Nguesso. Il a montré l'exemple. Il a tout simplement dit qu'il laissait le Bénin aux autres, qu'il confiait le pays aux autres. C'est formidable. On sait qu'ils ont eu un contact, le président du Bénin avec Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez que c'est un signe, un mot qu'il enverrait au président Denis Sassou Nguesso directement? Mais il est trop tard. Il est trop tard. Ce mot ne peut plus avoir influence ni effet autour de cette question. Et Dos Santos, il dit que 2018 quitte le pouvoir. Je pense qu'il a tout à gagner. Il a tout à gagner en quittant le pouvoir en 2018. Il n'y a plus, à mon avis, vous savez ce qu'on dit, le mal nécessaire. Une personne comme Dos Santos, c'était un mal nécessaire. Autant que Kadhafi, c'était un mal nécessaire. Maintenant que nous voyons qu'il n'est plus là, qu'il est devenu la Libye. Vous voyez. Maintenant, Dos Santos, il a le temps de préparer sa succession. Ce que n'a pas eu la possibilité, que M. Sassou n'a pas eu la possibilité de le faire. M. Sassou, il agit comme Chaka Zulu. Toujours lui. Il a même détruit la carrière politique de ses enfants, en voulant absolument et à tout prix rester là au pouvoir pour des bêtises, des fautes qu'il a commises, dont il n'a pas eu le courage d'assumer la responsabilité. Alors, si Dos Santos quitte le pouvoir, c'est tout à son honneur. Alors, votre relation avec la famille Nguesso, alors maintenant, parce que maintenant vous faites beaucoup de déclarations, vous accusez quand même assez franchement. Je n'accuse pas. Vous dénoncez, en tout cas, je dénonce, je décris. Mais l'amitié avec la famille. C'est resté correct. Ils ne vous en veulent pas. Bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Vous avez plus de contact avec eux? Ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment que vous avez plus de contact avec eux. Mais écoutez, je parle toujours en termes de. Moi, je n'ai rien à voir avec ce qui se passe au sein de la famille. Des amis, jadis, dans le temps que nous connaissions, c'est un métier de mœurs. Je pense, j'espère, peut-être même que c'est notre génération qui sauverait cette famille-là. Alors moi, je pense que... Vous serez prêt à leur pardonner. Ils n'ont rien fait de mal. Si ils ont abusé un peu. Écoutez, moi, je pense que toute autre famille qui serait là, peut-être ferait pareil. Parce que là, mais ils auront peut-être des comptes à rendre. Nous voyons le fils de Ouad. Oui, justement, j'allais vous en parler. Nous savons que la France veut rendre 17 milliards à l'État sénégalais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que la France a des comptes à rendre? Est-ce que la France peut donner des leçons vraiment à l'Afrique? Je ne dirais pas que la France peut donner des leçons à l'Afrique, parce que si la France devait donner des leçons à l'Afrique, elle devrait d'abord commencer par présenter, dire, s'excuser pour l'esclavage. Il devrait dédommager Haïti. Il y a beaucoup de choses que la France en Afrique ne fait pas, comprenez-vous. Donc, mais moi je pense qu'ils ont des parcelles de raison quand même de pouvoir. Mais là on a vu qu'il y a eu l'affaire Pygmalion avec le président Nicolas Sarkozy, l'ex-président Nicolas Sarkozy. Il y a aussi eu ces campagnes présidentielles de 2007 et de 2012. Financées par voilà, donc est-ce que c'est à la France d'intervenir
de s'ingérer dans les affaires d'État économiques, politiquement, parce que je sais que l'opposition est très à cheval sur bien mal acquis, faux. Est-ce que vraiment la France peut intervenir? Je vais vous expliquer une chose. Il faut remonter dans le temps. Allez-y, je vous écoute. AEF, AOF, Afrique orientale, Afrique équatoriale française. Aujourd'hui, tant et aussi longtemps que nous serons dans la zone franc, la France se mêlera toujours de nos problèmes économiques et politiques. Quand le président s'assoit que le pouvoir par les armes, en renversant les souverains, la France est intervenue en sa faveur, en passant par Dos Santos. Et là, on ne parlait pas d'ingérence. Aujourd'hui, la France prend position et demande même au président de la République de reporter les élections. On dit ingérence. Alors, à quel moment doit-on parler d'ingérence? Et à quel moment ne devons-on pas parler d'ingérence? Alors, pour répondre immédiatement à cette question, la France a le plein droit, tant et aussi longtemps que nous sommes dans la zone franc CFA, d'intervenir. Tous les pays qui utilisent le franc CFA, la France a droit une mainmise sur ces pays-là. Nous sommes encore une colonie française, néocolonialisme. Alors, acceptons ce mal qui est comme ça. Le moment venu, peut-être que nous en sortirons. Alors comment on va s'en sortir? Moi, parce que si on ne commence pas déjà à dire à la France, on va gérer comme on voit le cas avec le Tchad, où l'ancien président s'est fait juger par une juridiction africaine. Est-ce qu'on ne doit pas commencer doucement à aller vers cela, plutôt que d'attendre que ce soit la France qui sorte les cartes d'identité d'un président gabonais, que ce soit la France et témoin de la Société Générale qui montre les finances d'un État sénégalais? Est-ce que nous n'avons pas des institutions suffisamment fortes? Est-ce que nous n'avons pas des finances, des banquiers qui pourraient s'occuper de notre économie? Monsieur... Vous savez, la pertinence de la question reflète même la réalité que nous vivons dans notre pays. L'Afrique demeure, l'Afrique noire généralement, demeure encore un précaré de la France. D'où nous parlons de la France-Afrique. Nous avons certes des éminents économistes, nous avons même les meilleurs du monde qui soient, mais où ont-ils été formés? En France, n'est-ce pas? Prenons le cas du président ivoirien, qui aujourd'hui a fait d'un meurtrier un citoyen ivoirien. D'accord? Le président Burkinabé, faisant donc fi du mandat d'arrêt international qui est émis à son endroit. Cette personnalité, ce monsieur Ouattara, président de la Côte d'Ivoire de nos jours, nous savons comment est-il arrivé là, toujours par le biais de la France. Il est venu là en char d'assaut. Et le rôle de l'Union africaine? Tant et aussi longtemps que occidentales qui financeront l'Union africaine, celle-ci n'aura aucune décision sur les pays africains. D'accord. Donc la BCEAO, la BAD. Tout cela, ce ne sont que des noms. Oui. Ce ne sont que des noms. Mais en même temps, les institutions françaises, elles puissent dans nos finances. Et donc quelque part, on est encore un peu. Mais on est toujours colonisé. Oui. Mais en même temps, l'argent vient comme de nos sols. L'argent vient de nos sols. Alors, comment fait la Guinée équatoriale? Parce que son PIB ne cesse que de progresser. En effet. Oui. Mais c'est la même question que je poserais pour le pays, malheureusement, l'ex-pays de Kadhafi. Comment faisait Kadhafi? Donc c'est quand même possible. Mais c'est possible, bien entendu que c'est possible. C'est pour cela que vous êtes les futurs dirigeants, il faut nous dire que c'est possible. C'est possible, c'est faisable. Il y a possibilité que malgré cette mainmise, que nous évoluions. Prenons le cas des pays francophones qui émergent beaucoup mieux que les pays francophones. Mais pourtant, il y a toujours la mainmise des États-Unis, de l'Angleterre. Mais ces pays émergent. Mais pourquoi pas des pays sous tutelle, entre
Il est sous tutelle française. Bah déjà, quand on voit le pays d'origine, la France, on voit qu'on ressemble beaucoup plus à la France. On ressemble Regarde, plus à la France. quand on voit l'économie de la France et l'économie de l'Angleterre. Oui, c'est deux poids de mesure. Naturellement, prenons le cas du Maroc. Le Maroc, c'est un pays, je dirais, émergent, très émergent, qui ressemble quasiment à la France, n'est-ce pas? Mais il y a des façons de faire où le roi ne se permet pas d'aller acheter un hôtel particulier ou je ne sais quoi en France. Pourquoi nous? Écoutez, on va revenir un peu dans le cadre du Congo. Où, écoutez, quand le fils du président de la République souffrira d'une quelconque appendicite, il ira se soigner où? En Espagne, à Paris, peut-être même en Afrique du Sud, mais pas dans son pays. Pourquoi ne pas mettre les institutions en place dans nos propres pays afin de pouvoir se soigner là? Ils peuvent continuer à aller en Espagne, mais que celui qui sort du fin fond de Matibou, de je sais où, puisse au moins avoir cette institution-là pour se soigner. Nous avons dernièrement perdu un parent, tout simplement parce qu'il lui manquait 25 000 francs CFA pour se faire soigner. Voyons donc, dans quel monde on est? Est-ce que l'opposition a un projet de société stable? Quand je dis l'opposition, c'est-à-dire qu'importe qui, mais un projet qui va vraiment changer la donne de tout ce dont on se plaint au Congo-Brazzaville. Très honnêtement, Oui. j'ai suivi le projet de société de tous les candidats. Il y a tout à gagner pour la première fois que les candidats présentent un projet de société. Mm-hmm. Parce qu'avant, les gens venaient là juste pour la présidentielle sans aucun projet. Mais là, ils ont présenté un projet de société. J'ai suivi le projet de société de M. J3M, formidable. Et je dirais même, 50%, ça ressemble au projet de société de culte. Je me demande même s'il n'a pas puisé là-dedans. Enfin, non, tout seigneur, tout vous dites formidable et à la fin, vous... Non, c'est formidable. C'est excellent, c'est excellent. Non, mais j'aime beaucoup la notion de complémentarité parce que nous avons beaucoup à donner au général Jean-Marie Michel Monkoko. Nous avons vraiment beaucoup à donner. On a fait un message. Oui, en effet, naturellement. J'ai suivi aussi le projet de Afrique-Coléla, de M. le commissaire, même de Mme Mounari. Mais fantastique. J'ai dit, mais bienvenue à cette maman-là, dans ce combat. Elle est la seule femme d'ailleurs qui est candidate à la présidence de la République. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut oser avoir une explosion du pétrole, une nouvelle exportation, comme ce qui s'est passé en Guinée équatoriale? J'aimerais bien comprendre votre question. Est-ce que vous pensez qu'au Congo-Brazzaville, les Congolais puissent profiter de leur pétrole au point où le PIB augmente, qu'on voit les infrastructures, où les Congolais gèrent leur économie? On a d'abord le pétrole, ensuite on a le bois. Est-ce que c'est possible? Avec ces nouvelles têtes qui arrivent là, l'économie peut se relever? En tout cas, vous savez une chose, oui. C'est que le Congolais a ouvert ses yeux oui. Et qu'il ne permettra plus un quelconque abus. D'accord. Par conséquent, oui, c'est possible. Ouais. Je vous le dis parce que moi, personnellement, si qu'il laisse à Dieu que je me retrouve à la tête de l'État, notre premier principe, c'est de replacer l'homme, c'est-à-dire la femme, l'homme, la femme, le Congolais, comme première ressource du Congo, au centre de l'intérêt commun, au centre de l'intérêt patrimonial, afin que celui-ci vive de ses biens, de ses richesses. Nous l'avons appelé la trilogie H. La trilogie H de l'homme, en fait. Homme-source, homme-ressource, homme-capital humain. Sans ressources humaines, il n'y a pas de pays. Très bien. Est-ce que c'était votre dernier mot? Le dernier mot, j'aimerais vous le laisser. Et pour enchérir, nous avons parlé de Mounari, mais écoutez, Madame Yanni, sans la femme, votre conclusion. Sans la femme, nous n'arriverons à rien. Si nous ne sommes pas capables de comprendre que la femme est d'une importance vitale pour
la vie professionnelle, économique, politique, traditionnelle, culturelle au Congo et même dans le monde, nous ne ferons pas mieux que d'exister. Donc là, vous encouragez Madame... J'encourage naturellement Madame Mounari à se prévaloir de tous ces droits fondamentaux et d'inciter les autres femmes à rejoindre pas seulement le mouvement, mais à s'affirmer dans tous les cadres décisionnels de prise de décision. Vous, par exemple, Madame Nelly, je vous connais toujours candidate à la présidence de la République. Pourquoi pas? Ou peut-être pourquoi pas ministre de l'Information, le cas échéant. Merci. Vous avez toujours des fleurs. Alors, c'est ce que je pense. Très bien. Sans la femme. Voilà, mesdames, vous avez entendu donc M. Mbali. M. Mbali, donc, merci d'être venu sur notre plateau, nous éclaircir un peu sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci. De la politique. Infiniment. Donc, c'était Génération Afrique, une Afrique qui se réveille. Merci, au revoir. Kadhafi. Comment faisait Kadhafi? Donc c'est quand même possible. Mais c'est possible, bien entendu que c'est possible. C'est pour cela